Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Soter Kayus Dovi, chef d'entreprise togolais en France et président fondateur de la plateforme de référence pour les applications nucléaires en Afrique, Prana. Avec lui, en sa qualité d'expert en économie africaine, nous allons analyser la hausse des exportations russes vers les pays africains estimés à 27 milliards de dollars en 2027-25 et les projets d'investissement prévus dans le continent avec lesquels la Russie a consolidé sa position de partenaire commercial clé et d'investisseur stratégique pour l'Afrique. Les relations entre la Russie et l'Afrique ont dépassé le cadre du dialogue politique pour se renforcer sur le plan économique, les responsables russes prévoyant de signer de nouveaux accords lors de la prochaine conférence ministérielle de novembre 2025 et lors du troisième sommet Russie-Afrique en 2026. Soter Kaius Dovi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci, Monsieur Louaj Kamal. Merci de m'inviter. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager, réfléchir. Alors, Soter Kaius Dovi, le ministre des Affaires étrangères Lavrov, je veux dire de Russie, de la Fédération de Russie, a fait remarquer dans une dernière conférence de presse, je le cite, nous constatons aujourd'hui que l'Afrique met en place ses propres institutions où elle se réunit et discute de sujets relatifs au développement futur du continent. Dans le cadre de la politique bilatérale, la Russie est disposée à collaborer avec des partenaires africains afin de bâtir des fondements économiques solides et une architecture de sécurité panafricaine. Le principal obstacle réside dans le système de financement des projets. Alors, la Banque africaine d'import-export, c'est l'Exim Bank Africa, a été créée au sein de laquelle la Russie bénéficie d'un statut particulier. De nombreux programmes d'investissement sont actuellement en cours d'élaboration pour favoriser le développement et l'industrialisation. Alors, ça, c'est le bilan qui est avancé. Cependant, Soter Kaius de vie, si les moyens nécessaires au décollage économique de l'Afrique sont là, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui bloque pour que les énergies puissent se libérer et entraîner le développement du continent à marche forcée? Où se trouve le problème? Pourquoi la coopération avec l'Afrique se résume uniquement aux exportations vers le continent? Merci beaucoup, encore une fois, Kamal, sur cette question principale concernant les freins au décollage économique de l'Afrique. La question touche principalement la paradoxale réalité africaine. Un continent immensément riche en potentialités, mais entravé par des goulots d'étranglement structurels, Mhm. alors que les moyens financiers et la volonté politique sont désormais présents, mais malheureusement, ça ne décolle pas. Pourquoi? Je peux essayer d'apporter trois principales réflexions. Ce sont des réflexions Mhm. et analyses. Je dirais même un constat. Il faut d'abord, dans un premier temps, noter le déficit infrastructurel chronique. Comment peut-on envisager une révolution industrielle sans routes, sans énergie stable et abordable, sans corridor logistique efficace? Donc, en clair, ce sont des handicaps qui grèvent la compétitivité de nos entreprises et isolent les centres de production. Ça, c'est la première réflexion que j'aborde avec des questions. Deuxième réflexion est liée, vous le notiez tout à l'heure, à la complexité de l'accès au financement. Il y a la banque Afreximbank, hein, qui est là pour l'import-export, mais euh, les PME, qui sont des véritables pourvoyeurs d'emplois, peinent à accéder à des crédits. Mhm. Et surtout à des crédits avec des taux non prohibitifs. Donc, cette question, elle est cruciale.
La troisième partie, c'est aussi un déficit de capital humain spécialisé. Et donc, l'Afrique a besoin pour cela d'une administration, ma foi, agile, transparente, tournée vers l'accompagnement des investisseurs. Mhm. Maintenant, une fois qu'on a abordé ces trois réflexions, quelle est la solution? Je pense qu'il n'y a pas de mesure magique, hein. Il faut plutôt une approche intégrée avec des partenaires publics-privés plus audacieux pour combler le gap infrastructurel. Il faut également une intégration accélérée pour les marchés continentaux solvables et également libérer la question que vous posez à la fin, les énergies économiques. Donc, cela nécessite, pour cette libération d'énergie économique, une approche beaucoup plus holistique et ambitieuse. Donc, cela nous amène à la fatidique réflexion que nous avons tout le temps, l'amélioration de la gouvernance régionale. Comment surmonter ce déficit infrastructurel sans coopération? Donc, il faut faire appel à ce mécanisme qui est là, qui s'appelle la ZLECAf, pour renforcer et harmoniser les politiques économiques. Donc, il faut également miser sur la technologie et l'innovation. Il faut renforcer nos institutions pour qu'elles soient solides et pérennes. Euh, renforcer les institutions veut dire avoir une transparence dans la gestion. Mhm. Il faut des responsables résilientes, capables de soutenir les politiques de développement. Donc, lorsque vous avez un renforcement des institutions, il faut également aller vers des partenariats stratégiques. D'accord. Au-delà des financements traditionnels, l'Afrique doit explorer des partenariats, hein, avec les acteurs internationaux. Il faut aussi, je pense, encourager l'esprit d'entreprise pour dynamiser l'économie. Si on ne soutient pas les startups, Donc, les si j'ai bien compris, Soter Chaos de vie, c'est pas. Certes, il y a le problème de l'accès des entrepreneurs, c'est-à-dire créateurs d'emplois et de richesses, au hmm, financement. C'est un problème qui est épineux, euh, difficile et très, très handicapant, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, selon vous, ça, c'est l'un des icebergs qui bloquent le mouvement du développement. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire il y a tout un ensemble pour créer un environnement qui permette, là où la question financière aussi intervient, mais il n'y a pas que ça. Et il faut vraiment un changement dans beaucoup de secteurs. Alors, par rapport à ça, la coopération commerciale et économique est devenue un axe prioritaire pour la Russie et l'Afrique, c'est-à-dire pour les deux parties, constituant donc un facteur essentiel du renforcement et de la transformation des relations bilatérales actuelles. Alors, dans son analyse, Sergei Katerin, dans la même conférence de presse, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, a déclaré à l'agence TASS, je le cite, au cours des 5 dernières années, le volume des échanges commerciaux de la Russie avec les pays africains a augmenté de plus de 60%, passant de 16,8 milliards de dollars à 27,7 milliards de dollars, c'est-à-dire presque 28 milliards. Il s'agit d'un taux de croissance impressionnant et nous sommes convaincus que d'ici la fin de la décennie, ce chiffre atteindra environ 50 milliards de dollars. Fin de citation. Alors, et il y a quand même une question qui se pose aussi dans ces bilans, c'est que cette croissance est principalement due à l'augmentation de l'offre de produits alimentaires, d'engrais minéraux, d'énergie, ainsi que de produits d'ingénierie et chimiques, euh, chimiques, donc exportés de Russie vers l'Afrique. Bien qu'actuellement, donc, les secteurs liés aux technologies agricoles, à la transformation agricole, à la logistique et à la construction connaissent un développement actif, mais peut-on vraiment s'en réjouir de ce bilan globalement? Alors, ma question, que pensez-vous donc de cette dynamique?
Quelle est votre analyse? Malgré ces résultats donc commerciaux positifs, est-elle suffisante pour créer un développement local durable et je rajouterai, si possible, à marche forcée? Votre question est essentielle, hein, car elle distingue la croissance quantitative du développement qualitatif. Mhm. Bien évidemment, l'explosion des échanges commerciaux portés par l'exportation russe des céréales, des engrais, d'énergie est une excellente nouvelle. Elle prouve la fiabilité de la Russie en tant que partenaire capable de répondre aux besoins urgents de la sécurité énergétique du continent. Cependant, ce modèle, s'il n'évolue pas, comporte des risques de perpétuer des relations déséquilibrées. Une croissance qui soit C'est-à-dire les mêmes basée erreurs faites avec les Occidentaux. absolument, absolument. Disons les choses Donc, comme elles sont. non, mais c'est ça, bon, comme il faut, il faut répondre, il faut être politiquement correct, hein. J'essaie de n'attaquer personne, de ne fâcher personne. Ouais. Donc, alors, en revanche, pour que cette dynamique marche et qu'elle devienne un tremplin vers un développement durable, elle doit impérativement s'accompagner d'un deuxième volet, c'est-à-dire l'industrialisation in situ. Tant que l'Afrique ne sort pas de l'économie virtuelle, c'est-à-dire la spéculation des matières premières brutes, et qu'elle n'installe pas sur place, elle ne transforme pas l'économie, elle ne transforme pas les matières premières euh, avec une co-transformation avec des partenaires qui possèdent l'expertise, elle ne pourra pas répondre, elle ne pourra pas sortir de l'ancien système. Mhm. Donc, il faut une industrialisation in situ sur place. C'est lorsqu'on va créer sur place, on va transformer les matières premières sur place, qu'on va créer d'abord deux choses, la richesse pour la population et la valeur ajoutée pour l'État. Et, et c'est cette dynamique qui va provoquer des cercles vertueux d'emploi. La dynamique actuelle des échanges entre la Russie et l'Afrique, bien qu'elle est impressionnante au vu des chiffres que vous venez de lancer, doit évoluer pour assurer un développement durable et équilibré. Mhm. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je propose, hein, dans cette réflexion, dans cette discussion, qu'il y ait une diversification des secteurs pour éviter la dépendance excessive à, à quelques secteurs que ce soit. Et donc, il est important de diversifier aussi la coopération. Aujourd'hui, notablement, l'Afrique bénéficie d'un potentiel immense dans le secteur technologique, la santé, l'éducation. Donc, mais la Russie peut encore jouer un rôle clé en partageant l'expertise dans plusieurs domaines. D'accord. Ça, c'est très important. Transfert de compétences. Donc, transfert de technologie, au-delà des produits de base, hein, il faut vraiment un réel transfert de technologie pour stimuler l'innovation locale. Donc, nécessité de création des centres de recherche, de développement in situ en Afrique, qui doit être soutenu par des experts russes, hein. Et cela peut accélérer, n'est-ce pas, la maîtrise de la technologie pour les Africains. Il faut également, nous l'avions dit déjà plusieurs fois, la formation et l'éducation. Investir dans le capital humain est fondamental. Il faut des programmes de formation technique et professionnelle, Mhm. en partenariat toujours avec la Russie qui aujourd'hui a opté pour son exportation. Il faut également, nous l'avions dit, des infrastructures de base, des innovations agricoles et encourager une coopération régionale, interafricaine, qui peut renforcer les chaînes de valeur sur les marchés régionaux. Mhm. À ce moment-là, la Russie pourra soutenir cette intégration par des initiatives qui facilitent les échanges entre les Africains. Il peut jouer ce rôle. En clair, je le disais tout à l'heure, pour que cette dynamique commerciale entre la Russie et l'Afrique soit durable, elle doit nécessairement s'inscrire dans une vision stratégique de développement qui favorise l'industrialisation, l'autonomisation technologique et l'amélioration des infrastructures, tout en misant
sur le renforcement du capital humain. J'insiste, persiste et signe. C'est le capital humain qui est la plus grande richesse de l'Afrique aujourd'hui. S'agissant des mécanismes de financement pour arriver à réunir tout ceci, c'est-à-dire tout ce que je viens de noter, j'ai cité plus haut, le transfert de technologie, la formation, l'éducation, l'Afrique doit se doter de ses propres mécanismes, doit chercher ses fonds sur place pour financer. Bien sûr, il y a les fonds, la banque, l'Afrexim Bank, mais euh, lorsque vous avez sur le plan économique des valeurs ajoutées, la création de richesses par la transformation des matières premières sur place, vous créez des industries sur place, vous augmentez le pouvoir d'achat. Seul le pouvoir d'achat est capable d'augmenter la croissance économique et répondre à toutes ces dynamiques. Absolument, parce que c'est S'il n'y ça a qui pas de va croissance, permettre aux industries africaines de se concentrer d'abord sur un objectif qui est le primaire, qui est celui de subvenir aux besoins du marché africain lui-même. Il faut que, et absolument. ça, sans qu'il y ait un pouvoir d'achat pour la consommation, ça ne peut pas marcher. Et c'est là où le bas blesse aujourd'hui, parce que nos Mhm, populations n'ont pas le pouvoir d'achat. mhm, Et nos dirigeants ne mettent pas en place les mécanismes nécessaires qui incitent au pouvoir d'achat. On peut réfléchir à aider à mettre en place des primes de compétitivité, emploi, qui va favoriser, qui va aider les entreprises à embaucher un peu plus, mais nos gouvernements sont timorés. Et j'ai parfois l'impression qu'ils ont peur que nos populations, lorsqu'ils auront le pouvoir d'achat, peut les renverser à cause de leur mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Et donc, il y a, il y a un blocage à ce niveau. Or, c'est une aberration, excusez-moi l'expression, c'est une imbécilité. mhm. Euh, il n'y a, en économie une croissance forte que lorsque les populations ont le pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'ici, dans les pays occidentaux, même si les gens n'ont pas le pouvoir d'achat, il y a la mise en place des aides sociales. Mhm, Ces aides, quelle est leur importance pour l'État? L'État sait très bien que lorsqu'il donne de l'argent à la population va consommer. Lorsqu'elle consomme, il est le premier à récupérer l'avantage au travers des TVA, des taxes sur les valeurs ajoutées, parce que lorsqu'on consomme, forcément, il récupère. Donc, mhm. il y a une circularité de l'actif financier. Donc, nos populations, nos dirigeants africains doivent s'inspirer de ça. Et c'est un facteur essentiel. Vous pouvez faire venir la Russie qui investit 27 milliards, mais si euh, nous ne rentrons pas dans un cercle vertueux, la cadence de la productivité n'augmente pas, il n'y a pas d'embauche, vous pouvez mettre des milliards dans les investissements, ça restera vain parce que un langage simple qui dit que c'est l'argent qui appelle l'argent. Lorsqu'il y a D'accord, l'argent, les investisseurs viennent tout seuls. Vous ne les appelez pas. C'est comme si vous mettez du miel, les mouches viennent toutes seules. Voilà. d'accord, Donc, voilà. Il faut aller vers ça et nos dirigeants doivent comprendre. C'est pour ça que ce laboratoire que vous mettez en place, cette réflexion est nécessaire pour qu'ils entendent, ils comprennent qu'ils ne sont pas obligés d'aller sur les marchés internationaux pour aller chercher les financements. Ils peuvent mettre en place les financements locaux. La dette, je pense qu'un jour, on en parlera. C'est outil de productivité. Mais il faudrait qu'un jour, on puisse aborder cette question de dette interne et dette absolument, extérieure. absolument. C'est un sujet très, très important, justement, qui touche pratiquement la totalité des pays africains, en tout cas de subsahariens. Alors, Mm. une demande croissante est constatée pour les produits et technologies russes en Afrique. Le marché africain a Mm. besoin d'infrastructures, c'est ce que vous disiez au début, dans les domaines de Mm. l'exploitation du sous-sol, de la numérisation, du nucléaire, de l'hydroélectricité. Et la Russie possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour les créer. Alors, dans ce cadre, il faut également noter que la part des règlements en monnaie nationale augmente, ce qui rend les échanges commerciaux et voire économiques résilients aux fluctuations plus simples et résilients aux fluctuations externes. Cependant, Soter Case de vie, ceci pourrait-il être la clé de la croissance future, sous condition d'opérer une transition réelle et effective vers des projets industriels et technologiques intégrés
créateur d'emplois et de richesses en Afrique, notamment dans le secteur de la construction, par exemple, du bâtiment, la construction automobile, euh, à bas coût, hein, mais qui soit de bonne qualité. Et ça, la Russie pourrait bien le proposer. Oui, vous avez parfaitement identifié deux leviers fondamentaux pour l'avenir, c'est-à-dire la souveraineté monétaire et le projet industriel intégrateur. La monnaie est un mécanisme de souveraineté. Mhm. Lorsque vous n'avez pas la maîtrise de votre monnaie, vous n'avez pas la maîtrise, vous ne pouvez pas maîtriser votre budget et vous êtes obligé d'aller chercher sur le marché régionaux et internationaux pour payer vos fonctionnaires. Mais pour répondre à la question, effectivement, l'utilisation croissante des monnaies nationales dans les échanges n'est pas une simple option technique. C'est un acte de souveraineté économique profond. Moi, je suis pour une souveraineté monétaire totale. Mhm. Bien, ça aussi, c'est notre question, c'est notre débat. Mais, parce que cela va nous immuniser contre les chocs externes lorsque nous avons la maîtrise de notre monnaie. Et également, ça nous protège contre les fluctuations des devises tierces et les sanctions arbitraires qui suivent. Donc, cela constitue pour moi la fondation nécessaire pour bâtir une coopération économique indépendante et résiliente. Sur cette fondation dont je parle, euh, nous avons le devoir euh, d'ériger des projets industriels ambitieux. Les secteurs de l'automobile que vous citez est un parfait exemple. Mhm. Il ne s'agit pas seulement d'importer des véhicules, mais de créer une filière industrielle complète, totale, en passant de la fabrication des pièces à l'assemblage, en passant par la formation technique et des ingénieurs. Et de tels projets peuvent créer des milliers d'emplois directs et indirects et va stimuler la sous-traitance locale avec Ouais. un transfert de savoir-faire très critique. Bien. Euh, il faut bien sûr combiner, euh, il faut une combinaison de la transaction en monnaie nationale, hein, il faut les deux combinaisons, Mhm. c'est-à-dire transaction en monnaie nationale et un investissement dans le projet intégrateur. Donc, c'est un projet clé. Donc, cela va permettre de passer de la logique du commerce, hein, logique du commerce à la logique de co-développement industriel. D'accord. Et c'est là où la richesse sera créée véritablement en Afrique. Pour ça, Bien. Oui. Allez-y, allez-y. pour ça, je donne juste 3 points. Pour ça, il faut renforcer la capacité locale. Il faut un écosystème innové. Il faut des partenariats publics-privés. Il faut également une intégration régionale. Je liste les choses pour que nos auditeurs comprennent. Également, l'environnement. Il faut une durabilité environnementale. D'accord. Et euh, des infrastructures de soutien. Le succès des projets industriels dépend euh, essentiellement euh, des infrastructures de soutien comme le transport et la communication. Donc, il faut investir dans ces éléments-là. Donc, en combinant ces éléments avec l'utilisation de la monnaie nationale et le développement, qui est un facteur intégrateur, l'Afrique et la Russie, les deux peuvent bâtir un partenariat solide qui non Justement, seulement, juste, non seulement va stimuler, bon, vas-y, va stimuler l'économie, mais aussi va créer une base de développement durable et autonome entre les deux continents. Voilà, bien allez-y, je sûr. vous ai coupé, mais Alors, allez-y. par rapport à ça, justement, parce que vous avez un peu empiété sur la dernière question, donc vous me tendez la perche D'accord? pour vous la poser. Alors, la Russie s'est pleinement intégrée au paysage mondial et figure parmi les acteurs les plus compétitifs. Mais en Afrique, je veux dire. Mais que représente-t-elle, si on se pose la question, concrètement, que représente-t-elle aujourd'hui pour l'Afrique? En gros, une vingtaine d'entreprises seulement, travaillant sur des projets liés aux matières premières dans les différentes régions du continent et quelques projets énergétiques comme le nucléaire en Égypte. Alors,
s'y ajoutant donc les livraisons traditionnelles effectuées dans le cadre de coopération militaro-technique, ainsi que les exportations de céréales, d'engrais, minéraux et de produits pétroliers pour un chiffre d'affaires total, c'est celui de 27 milliards ou 28 milliards annoncés de dollars en 2025. Alors, ce constat ne laisse qu'une seule conclusion, si l'on est un tant soit peu sérieux, c'est qu'il est indispensable d'impliquer massivement hein, les entreprises russes, les PME russes, dans le développement du marché africain, parce que pour l'instant, euh, il n'y a que 20 qui sont présentes, et si l'on peut dire que celle qui apporte vraiment une valeur ajoutée, c'est surtout l'énergie avec le nucléaire, étant donné que je ne sais pas ce qui se passe pour le secteur minier, mais étant donné que les Africains sont déjà habitués à recevoir d'autres entreprises dans le domaine d'extraction, je ne sais pas comment les entreprises russes travaillent dans ce domaine, mais vous me direz. Alors, moi, ma question, la Russie devrait-elle repenser, à votre avis, l'ensemble du potentiel d'exportation de son économie nationale, mais pas uniquement en produits finis et de consommation ou de consommation directe, mais notamment dans les technologies, en particulier ce qui est prioritaire, la technologie pharmaceutique, l'industrie des transports, les machines et équipements agricoles, construction mécanique et équipements de navigation, secteur minier, traitement de l'eau et technologie de l'information. Mon cher confrère, votre constat est on ne peut plus juste. Euh, je vais apporter ma réflexion sur cette question. La relation économique Russie-Afrique ne peut durablement reposer sur le seul modèle d'exploitation de matières premières et des biens de consommation, aussi vitaux soient-ils. Pour cela, je propose d'aller sur trois paradigmes euh, qui désormais doivent guider ce partenariat pour le hisser à un niveau supérieur. Mhm, C'est, c'est mon apport. mhm, Premièrement, je propose de greffer à tout cela le modèle, ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, mhm, dont la Corée du Sud est un exemple probant. Bien que dépourvue de ressources naturelles euh, abondantes, ce pays a su bâtir une puissance économique mondiale en misant sur l'innovation, les hautes technologies, le capital immatériel. Vous savez ce que disait Sudo Platov? Il disait, dans l'économie de la connaissance, lorsqu'on partage un bien matériel, on le divise, alors que lorsqu'on partage un bien immatériel, on le multiplie. absolument. La connaissance En est la particulier somme la de connaissance, la tout. science, la culture. Exactement. Donc, il faut que, il faut greffer, il faut mettre sur ce qui est fait déjà cet aspect essentiel de l'innovation immatérielle. Deuxième partie de ma réflexion, c'est l'économie bleue. Lorsque j'entends par économie bleue, ce n'est pas celle qui a rapport avec les mers, les fleuves, les lacs. C'est l'économie bleue qui consiste à s'inspirer des cycles vertueux de la nature pour concevoir des processus de production écologique et à forte intensité d'emploi. Mhm, La Russie possède un savoir-faire reconnu dans ce secteur clé de la gestion de l'eau, de l'agriculture durable, de la transition énergétique, et ainsi de suite. Elle peut diviser cela en Afrique en plus de l'exportation des produits finis. Parce que lorsque vous imaginez si en plus de ces exportations, l'Afrique arrive à intégrer ces deux modèles économiques que je viens de citer, l'économie de la connaissance, l'économie bleue, vous imaginez le bon que l'Afrique va faire parce qu'il y a un aspect important, c'est que la Corée du Sud exporte, écoutez-moi bien, la Corée du Sud exporte 20 fois plus que la Fédération de Russie qui, elle, possède l'or, le pétrole, l'uranium, le diamant, le bois, ainsi de suite. Parce qu'elle a misé sur l'économie de la connaissance, l'innovation immatérielle, mhm, en mhm, plus de la transformation immatérielle. Mais mhm, même parfois, à Corée du Sud, quand ils veulent lancer
un nouveau projet sur l'économie de la connaissance, ils mettent la mascotte de Einstein. Donc, et le troisième modèle, c'est l'économie circulaire. C'est ce qui vise à réutiliser, à recycler, à réinventer en permanence le flux de matière d'énergie. Là aussi, les innovations en Russie dans le traitement des déchets, de l'économie de la fonctionnalité ou de l'écologie industrielle seraient extrêmement précieux pour bâtir un écosystème productif africain et vertueux. Donc, en combinant ces trois paradigmes, l'économie de la connaissance, l'économie bleue, l'économie circulaire, la Russie et l'Afrique peuvent construire ensemble un modèle de développement inédit et à même de battre tous les records de croissance tout en D'accord, préservant les équilibres écologiques. d'accord. Donc, voilà ce que je voulais dire par Merci rapport à beaucoup. Alors, chers ce paradigme qui vient auditeurs, apporter un plus. ouais, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Soter Kaius Dovi, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les prochains jours, j'espère bientôt, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et au revoir. Merci à vous. Merci.